C'est-à-dire que vous allez la trouver en Angleterre ou dans la France du Nord. La famille LGBT, on en fait quoi maintenant? Ah, la famille LGBT. Non, alors là, c'est mes recherches actuelles. Je n'ai pas encore de. Dans le passé, on imagine des hommes pris dans des systèmes tribaux vachement compacts, etc. Et puis de vastes familles anti-individualistes, etc. Et puis de ce magma émerge. Je ne vois pas dans l'histoire humaine, mais vraiment depuis le début. Un épiphénomène aussi démocratique qu'on est en train de vivre. Non, je ne vois pas. Non, je suis sérieux en fait. Question. Ouais. Là, ça va se contracter un peu, non? Où ça? Un peu partout dans le monde. Ça se contracte, l'économie se contracte, la consommation énergétique se contracte, la démographie dans les pays censés être les vainqueurs de l'histoire et qui écrivent l'histoire, ça se contracte. Comment ça se passe, l'inversion ou la contraction de cette politique, de cette économie? Est-ce qu'on va retourner dans les heures les plus sombres, historiques? Est-ce qu'on va retourner vers une éducation plus faible? Est-ce qu'on va retourner vers des gens avec des sabots ou des choses comme ça? Me paraît... Non, mais là, tout ça me paraît hautement improbable. Pourquoi? De toute façon, les... Je vous mets une petite parenthèse. Oui. Est-ce que vous avez inclus dans votre lecture historique la poussée de notre démocratie ou la démocratie égalitaire? Est-ce que vous avez associé ça à notre consommation énergétique? Non, ça ne m'est pas... non. Mais Alors, ce soir, faites-moi plaisir, essayez de regarder. Donc, là, tout de suite? Non, ce soir. Ouais, ou on si vous rentre avez chez moi. Ouais. Donc, essayez de voir qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de foin dans les râteliers. Oui, mais si vous voulez, je peux... Alors, s'il faut vraiment parler de consommation énergétique, alors moi, j'ai subi un traumatisme dans mon existence. C'est... j'ai vécu les 2 premières flambées pétrolières, là, au moment de la guerre du Kippour, enfin les chocs pétroliers. Et donc, j'ai vécu l'époque où on nous annonçait un effondrement imminent des ressources pétrolières. Donc, pour faire passer le programme thermonucléaire. Non, voilà. Si, Pompidou, tout le Non, mais j'étais en Angleterre à l'époque, donc je l'ai vécu en Angleterre. Ils ont eu la même propagande. Voilà, voilà. Mais, et donc, ensuite, j'ai vu que ça mettait un peu de temps à venir. Donc, alors, je ne veux pas je ne cherche pas du tout à convaincre. Je voudrais juste expliquer pourquoi je suis décalé. C'est-à-dire que alors, les catastrophes écologiques existent dans l'histoire. C'est-à-dire que les phénomènes de surpopulation, d'usure des ressources, quand vous faites de l'histoire médiévale, vous prenez la fin du... 14e. Voilà, c'est ça. Voilà. Hein, ou même le... Oui, non, même le début. Ça commence à être tendu, le début du XIVe siècle, et vous avez les premières famines, et puis ensuite vous enchaînez avec la peste noire en 1348. Et donc voilà. Chose qu'on a oubliée. Voilà. Oui, mais quand même, ça existe. Et il y a très certainement des civilisations mésoaméricaines de type Maya qui se sont effondrées par surproduction puis sous-production de maïs ou des phénomènes d'épuisement des ressources. Ou climatiques. Voilà. Je veux dire, tout ça existe dans l'histoire. Mais donc je ne suis pas du tout aveugle et peut-être ça va se produire. Mais mon tempérament personnel n'est pas de regarder l'histoire comme... je ne vois pas dans l'histoire humaine, mais vraiment depuis le début... Un épiphénomène aussi démocratique qu'on est en train de vivre. Non, je ne vois pas... Non, je suis sérieux en fait. Je veux dire, je vois pas... je ne vois aucun moment d'équilibre dans l'histoire humaine. C'est-à-dire que l'histoire de l'homme est une espèce animale douée, avec un cerveau, et des gens qui inventent des trucs. Donc il y a toutes sortes de catastrophes tout du long, dont des phénomènes de régression économique, etc. Mais je vois l'histoire humaine comme une sorte de déséquilibre dynamique. On tombe en chutant, on avance en chutant. On avance. C'est vrai qu'il y a des destructions, c'est vrai qu'il y a des modifications irréversibles de certains éléments de l'environnement ou de notre mode de vie, mais je ne suis pas certain
je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas être prudent et qu'il ne faut pas aller dans plusieurs directions à la fois. Mais je ne suis pas certain que le gros des solutions soit dans des blocages ou des retours en arrière ou des efforts de contraction, etc. Mais je pense qu'une bonne partie des solutions sont dans l'invention de solutions nouvelles à des problèmes créés par l'homme. Il faut bien rêver. Bon, une question. Non, mais je suis désolé. Non, mais honnêtement, l'histoire humaine, il faut aussi un peu positiver. Donc, si vous êtes sur le monde avancé, c'est vrai que on peut être un peu glauque en ce moment. Réaliste. Voilà. Mais si vous prenez quand même... quand j'étais gamin, on nous expliquait à Sciences Po, j'ai fait Sciences Po. Personne n'est parfait non plus. Voilà. Alors, j'ai essayé de me racheter avec difficulté. Avec difficulté. J'étais pas très brillant, c'est moins le qu'on puisse dire, mais j'ai mon diplôme, mais j'étais pas vraiment très à l'aise, quoi. Et surtout, j'ai pas fait la section qui peut mener à l'ENA. J'ai pas fait service public Le pognon vous intéressait pas, en fait. C'est pas les traditions de la famille. Et donc, comment dire, on était encore dans l'analyse du cercle vicieux de la démographie, c'est-à-dire de l'impossibilité. Tu sais, il y a des modèles qui expliquaient... Le modèle malthusien. Non, c'est-à-dire que les gens disaient ça, on n'en sortira jamais, etc. Et actuellement, en vérité, si on met de côté l'Afrique subsaharienne, la transition démographique, c'est-à-dire la baisse de la fécondité qui doit suivre la baisse de la mortalité, est réalisée pour l'ensemble de la planète. C'est-à-dire, je ne sais plus quel est l'indicateur de fécondité moyen de la planète actuellement, mais il doit être un peu au-dessus de 2 enfants par femme. Donc en fait, je veux dire, et donc c'est un élément énorme de marche à l'équilibre, si c'est ça que vous cherchez. Alors, ma question... Vous voyez, donc en fait, vous dites, il ne faut pas rêver. Non, il y a du... et quand on parle sans arrêt, on dit, ah putain, je ne sais même plus combien de milliards on est combien de milliards un peu plus de 7. Un peu plus de 7 milliards, mais alors d'abord, ces 7 milliards sont pour l'essentiel dans les jeunes générations alphabétisées. Noirs et chinois. Il y en a une proportion de plus en plus élevée qui fait des études secondaires et supérieures. Et tout le monde voit cette population comme une charge. Mais personne ne semble se rendre compte qu'une population plus grande, où plein de gens ont fait des études supérieures, est une société qui va être d'abord technologiquement beaucoup plus apte. Hyper consommante, mais aussi hyper capable de produire de la nouveauté scientifique. C'est-à-dire l'augmentation du nombre des scientifiques et de la recherche est un truc... Non mais, vous voyez, on peut tout à fait... D'accord. Je ne dis pas que le... Enfin, je ne milite pas pour l'optimisme, mais je dis qu'en fait, on peut à la fois... L'optimisme BA. Comment ? L'optimisme BA. Non, on peut être à la fois pessimiste et optimiste. C'est-à-dire, on peut ne pas admettre qu'on ne sait pas trop. Ou sans trop se mouiller. C'est ce que je suis en train de faire. Ouais. Non, mais vous savez, ça ne me gênerait pas de me mouiller parce que, en fait, à mon âge, on risque rien. 67 ans, ça va. Non, mais je vous fais une prédiction. Vous connaissez Tinder ? Comment ? Tinder, ça vous parle ? Non. Le nom me parle, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi ? On en discutera après. J'ai une question. Est-ce que la démographie, la démocratie n'est pas un épiphénomène ? C'est une très bonne question et ça n'est pas une plaisanterie. C'est-à-dire que, épiphénomène, je ne sais pas, mais se représenter l'histoire humaine comme une ascension vers la démocratie, etc., de mon point de vue d'historien, c'est juste ridicule. Refaites-moi ce petit geste comme ça, là. Ça ressemble à une fonction exponentielle, ça, non ? Ouais, mais ça fait longtemps que... Ou x2, au choix, c'est comme vous le sentez. Et donc, parce que d'abord, il y a ce qu'on appelait la démocratie primitive. Délayez un peu parce qu'ils ne vont pas comprendre. C'est quand vous prenez les populations de chasseurs-cueilleurs, ou un peu plus, etc., vous avez des populations où il y a des chefs, il y a des mecs qui sont dessus, mais comme il n'y a pas de possibilité de transmission et d'accumulation de la richesse, en gros, vous êtes dans une société qui est assez peu différenciée. Et donc ensuite, vous avez l'émergence de l'agriculture, la capacité d'accumuler,
l'émergence de systèmes beaucoup plus stratifiés, inégalitaires, avec d'ailleurs des phases d'expérimentation insensées sur l'inégalité. Vous savez, ces phases où les pharaons se croient immortels, où les empereurs veulent qu'on les accompagne dans l'au-delà et font sacrifier. Mais là, vous avez... Berlusconi se fait une crypte. Oui, alors, oui, d'accord, on y revient. Voilà, par exemple, vous voyez, donc ça, c'est une séquence déjà ancienne, mais dans cette séquence ancienne, vous allez plutôt mesurer un passage de la démocratie à des formes plus autoritaires, impériales, inégales. D'accord ? Maintenant, l'une des façons, ça c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon dernier bouquin, j'ai une vision assez personnelle et je pense exacte de la position des sociétés occidentales dans l'histoire humaine. Donc la représentation standard, c'est que dans le passé, on imagine des hommes pris dans des systèmes tribaux vachement compacts, etc. Et puis de vastes familles anti-individualistes, etc. Et puis de ce magma émerge la famille conjugale simple, famille nucléaire, papa, maman, les enfants, et puis l'individu moderne, et que tout ça a un rapport avec l'émergence de la démocratie, l'individualisme qui monte, d'accord ? Hein, c'est comme ça. Alors moi, dans mes recherches sur les structures familiales, qui sont mon vrai métier, je vois plutôt la famille originelle de l'humanité comme nucléaire, la famille des chasseurs-cueilleurs était nucléaire, et puis vous avez dans l'histoire, au contraire, associé à l'accumulation des richesses, à la stabilisation des populations, à l'agriculture, vous avez une montée de systèmes familiaux plus complexes et autoritaires. D'abord ce qu'on appelle la famille souche, c'est des systèmes avec héritage par le premier-né, puis des systèmes plus compacts où tous les fils héritent, mais à l'exclusion des filles. Et vous pouvez vérifier ce modèle en regardant une carte de l'Eurasie. C'est-à-dire que si vous regardez une carte de l'Eurasie, vous verrez que tous les systèmes communautaires, c'est-à-dire les vastes trucs patrinaires, le père et ses fils, les femmes à statut abaissé, etc., sont en fait dans les zones d'émergence de la civilisation et de l'agriculture. L'ancienne Mésopotamie, qui est l'Irak maintenant, ou la Chine. Tout ça, c'est des systèmes familiaux, anti-individualistes, compacts, etc. Et vous allez trouver que la famille nucléaire, c'est-à-dire papa, maman, les enfants, vous allez la trouver sur la périphérie de l'Eurasie, quel que soit le niveau de développement. C'est-à-dire que vous allez la trouver en Angleterre ou dans la France du Nord. La famille LGBT, oui. On en fait quoi maintenant ? Ah, la famille LGBT. Non, alors là, c'est mes recherches actuelles. Je n'ai pas encore de réponse. Mais c'est pour dire que moi, je perçois, je voudrais quand même conclure, hein, que on a le temps. Oui, non, mais c'est pour ça que je me permets de... Voilà, c'est que ma vision du monde occidental, le vrai monde occidental, c'est-à-dire les Anglo-Américains, les Français, etc., c'est un monde sur le plan familial qui est plutôt archaïque, où la famille nucléaire a subsisté. Et c'est vrai que les gens dans ces régions de famille nucléaire, quand l'alphabétisation s'est répandue, ont inventé la démocratie moderne, mais quelque part, cette démocratie moderne n'est que la réémergence de la forme archaïque qu'était la démocratie primitive. Vous voyez ? Là, vous en êtes mais dans tous les pays du cœur de l'Eurasie, la marche générale de l'histoire a plutôt été vers une destruction de la famille, de la démocratie, qui a accompagné la destruction de la famille nucléaire. Vous voyez ? La vidéo aborde ici la complexité de l'histoire humaine à travers les prismes de la démocratie, de la démographie et de la consommation énergétique. L'idée d'un progrès linéaire vers plus de démocratie est remise en question au profit d'une lecture cyclique et nuancée de l'histoire. L'intervenant ici met l'accent sur la résilience des sociétés face aux crises et sur le rôle de l'innovation et de l'éducation pour façonner l'avenir. Il évoque également la structure familiale comme fondement des systèmes politiques en soulignant l'importance du modèle nucléaire.
L'histoire se répète-t-elle tout simplement ou se transforme-t-elle vraiment? Est-ce que la démocratie est aujourd'hui donc un retour aux origines plutôt qu'un progrès moderne? Donnez-nous votre avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines analyses de vidéos politiques dans le monde. À tout de suite.